Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Salut, je suis autrice de BD, je suis aussi footballeuse, j'écoute beaucoup de musique, beaucoup de rap, de hip-hop. J'adore les feutres, vraiment ma passion c'est la couleur quoi. Puis sinon je vis en banlieue parisienne, pour changer. J'ai 28 ans et toutes mes dents. Bonjour Chloé Wary. Ça alors. Tu crois qu'ils avaient deviné, ceux qui nous écoutent ? Je sais pas. Le foot, ça aide quand même. Non, j'essaie de rester neutre et de donner pas trop d'indices, mais bon, en vrai, moi je suis fichée vite. Bon, en tout cas, on est ravis de te recevoir pour parler notamment de ta dernière bande dessinée, Rosigny Zo, l'histoire d'une petite bande d'amis, Gabi, Will, Yolande, Pascaline notamment, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui voient le patronage Saint-Joseph, ce lieu où ils se retrouvaient, où se retrouvaient leur petite communauté, notamment pour danser le hip-hop, être détruite. Puis est né dans le cadre du projet des Olympiades 2024, des Jeux Olympiques 2024. L'occasion aussi et surtout, on va avoir l'occasion d'en parler, d'une plongée dans cette banlieue. Et là aussi, on va avoir l'occasion d'en parler, mais sous un angle un peu différent que celui qu'on a l'habitude de voir. Déjà, juste basiquement, toi, quelle était ton envie de départ ? Moi, mon envie, c'était de faire un récit de collectif. Mais avec, ça a été un peu le cas avec Saison des Roses, mais on avait vraiment Barbara qui était au centre de l'histoire. Là, j'avais envie qu'on suive vraiment 4 profils différents. 4 jeunes de 25 ans qui habitent cette même ville de Rosigny, qui viennent pas du même milieu social et qui, du coup, ont pas le même rapport à leur ville, le même rapport à l'institution, à l'associatif du coup aussi, et puis qui sont malgré tout tous les 4 un peu au moment de l'éveil quoi, de leur positionnement politique et donc potentiellement de la résistance quoi, qu'ils vont avoir à l'idée de se projeter dans ce système qui fait pas très envie en fait quand t'es un peu à l'aube de ta vie d'adulte. Y a pas grand chose de joyeux quoi donc du coup ils mettent un peu ça en place de leur côté quoi et puis quand on rase leur MJC ça justement c'est un peu comme si on les déloge et comme si on les invite à dégager donc ils ont plus ce lieu quoi pour faire vivre autre chose et donc l'idée c'est de voir qu'est-ce que ça déclenche en eux. Tu disais on le sent bien, je trouve, en lisant le livre, la MJC, ça devient le noyau familial presque pour eux. Et je disais que toi, la MJC de ton enfance et de ta jeunesse a eu une grande importance dans l'envie que tu avais et que tu as eu de faire de la bande dessinée. Ouais, carrément. C'est la MJC de Chilly-Mazarin, c'est là où j'ai appris à dessiner, c'est là où j'ai appris un peu les bases tradies de la BD avec le crayonné, l'ancrage, la mise en couleur, les cases, le découpage, tout ça. Parce qu'il y a des cours de BD qui ont ouvert quand j'avais 13 ans, donc pile poil au moment où moi je commençais à dessiner déjà toute seule chez moi, des mangas et tout ça. Et du coup là, j'ai ces cours qui ouvrent, alors que j'étais à la MJC depuis mes 6 ans, quoi, à faire de la peinture et d'autres trucs comme ça. Mais là, à l'âge de 13-14 ans, je participe à ces cours de BD et en fait, au-delà du dessin et de la technique, etc., c'est des moments où pendant 2 heures, le prof, en fait, il est hyper... il nous invitait à débattre en fait. Tu vois, il y avait des sujets de société comme ça qui étaient balancés par nous, mais de manière un peu naïve, tu vois, et parce qu'on répète beaucoup ce qu'on entendait, ce qu'on voyait. À 13 ans, tu vois, tu lis pas les journaux quoi, puis il y avait pas tu vois les réseaux sociaux vraiment à fond comme maintenant. Donc en fait ça balançait des trucs et puis le prof il était là un peu pour faire l'arbitre, tu vois. Et en fait moi ça m'a éveillé vraiment à ce rapport à la société qu'on forme et ce qui s'y passe et donc comment on se questionne par rapport à ça. Moi à la maison j'entends des trucs comme ça, à la MJC j'entends d'autres trucs. Du coup, c'est quoi le monde dans lequel on vit ? Attends, mais mes parents, ils ont pas toujours raison. En fait, il y a des gens qui sont pas d'accord, mais que j'aime bien quand même. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, tu construis ton regard critique par rapport à ça. Et en même temps, tu dessines. Donc, trop bien.
Et à l'époque, tu rêvais de devenir mangaka surtout, pas forcément dessinatrice de bande dessinée franco-belge, si on peut encore utiliser ce terme-là. Bah ouais, je connaissais pas le franco-belge en fait, à part tu sais, dans mon imaginaire, il y avait du Tintin, et encore Tintin, j'ai connu que parce que ma grand-mère, elle nous mettait des cassettes, et donc en fait, j'ai jamais lu vraiment de BD, quoi, franco-belge, et c'est vraiment, les mangas. C'était mes seules lectures d'ado, en fait, c'était ça. Et en fait, le terme de mangaka, comme c'est pas très genré, tu vois, il y avait cette possibilité de se dire que c'était accessible aux filles, en fait. Et donc, les shoujo que je lisais, en plus de ça, elles étaient dessinées par des femmes. Donc, en fait, pour moi, c'était une évidence de plonger là-dedans, quoi. Tu disais que tu lisais des mangas, mais je disais, je sais plus où, que tu lisais pas beaucoup, en fait. Tu lisais pas beaucoup de livres enfants. Bah non, j'étais une ado télé aussi, hein. beaucoup de télé, de dessins animés, de films d'animation, tu vois, les Miyazaki. À un moment donné, on a eu une chaîne manga où il y avait du Cobra, du Nicky Larson, Lady Oscar. Et donc, j'étais absorbée par ce truc-là. Et en fait, les mangas, c'était quasiment mes seules lectures avec celles de l'école, quoi, tu vois. Mais bon, c'est pas pareil. La lecture du manga, elle t'appartient, elle est très intime et t'es pas obligé de la partager avec tout le monde. Tu penses que ça a inspiré ton dessin, le manga? Parce que forcément, on se dit. Et en même temps, c'est pas ce qui saute forcément le plus aux yeux quand on voit ton trait. Mais parce que j'ai travaillé à justement essayer d'émanciper un peu mon trait de ces références, tu vois. Mais c'est vrai que ça m'a collé à la peau assez longtemps, en fait, ce style, quoi, tu vois. Les grands yeux, les nez fins, toujours la même forme de visage. On change juste la coiffure. Mais tu vois, aujourd'hui, il y a encore des petits restes de ces trucs-là. Moi, mes personnages, je les identifie beaucoup avec le style, la coiffure. Mais sinon, en termes de... On reste quand même sur des espèces de dessins un peu type, quoi, tu vois, que j'essaye de pousser pour certains personnages, et puis pour d'autres, je préfère rester économique et puis plus travailler l'attitude, l'oralité, ou alors voilà le style, la coupe, les vêtements. Je le disais tout à l'heure, c'est l'histoire de tous ces personnages, c'est pas sur fond de hip-hop. Le pied de nez, c'est que le hip-hop sera discipline olympique au prochain JO, donc c'est comment les Jeux à la fois s'emparent de cette culture-là et en même temps, en l'occurrence, la détruisent. Comment tu as construit ça? Tu disais que tu es fan de cette musique-là, mais à quel moment tu as senti aussi que ces thématiques pouvaient s'imbriquer? Eh ben oui, c'est vrai qu'au début, Okme, en fait, le breaker dans Rosini, en fait au début il faisait même pas du break, tu vois, il faisait du crump. C'était un danseur, mais c'était pas... Enfin, je l'avais pas tout de suite mis dans cette case de breakdance, quoi. Et parce qu'en fait, j'avais vu les Indes galantes, le spectacle en fait qui était à l'Opéra Bastille. J'avais vu des extraits et je trouvais que ce mélange, évidemment, tu vois, des genres et cette puissance sur scène qu'il y avait, et je trouvais ça hyper fort et ça m'avait beaucoup touchée. J'avais envie de les dessiner, ces danseurs-là, tout de suite, en fait, tu vois. C'est un peu inexplicable, quoi. Je l'ai ressenti, donc je l'ai fait. Et puis, en me renseignant un peu sur le crump, d'où ça venait, et puis voilà, en fait, ça découle de l'ADN hip-hop et de ses origines à la base. Et donc, je suis remontée petit à petit, tu vois, plus à la source. Et puis bon, là, je te parle de tout ça, ça a pris, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans à mûrir dans ma tête. Et puis, au bout d'un moment, il y a Medoun Top, ce danseur qui fait une impro sur la lettre à Élise, en lien avec Beethoven sur scène, la 3e bande dessinée. Et en fait, une libraire nous met en contact, et puis on se rencontre, on parle. Et là, je me dis, waouh, lui, il y a un truc, quoi. Tu vois, ça m'a fait comme quand j'ai vu les danseurs à l'Opéra Bastille. Lui, quand je l'ai vu, une énergie, un flow, quelque chose. Mais tout, tu vois, c'est même pas juste quand il danse, c'est quand il marche, c'est quand il parle, c'est comment il s'habille, il est sapé toujours, tu vois. Donc en fait, ça, t'as envie de l'incarner, t'as envie de le refaire, tellement ça brille, c'est vivant, quoi. Donc c'est un peu ma manière de saisir aussi, tu vois, les choses et de me les approprier pour proposer un autre regard. Et donc en fait, c'est lui, quoi, qui m'a un peu emmené, tu vois, sur les battles, les festivals, et puis, en fait, avec les JO arrivant, il y a eu justement toutes ces questions un peu d'enjeux politiques derrière et comment l'institution, tout d'un coup, elle mettait en lumière le breaking, qui a été un peu, du coup, une espèce de... le revers du breakdance, mais à la sauce olympiade, quoi.
Et du coup, ces questions de comment on ne trahit pas un peu l'ADN hip-hop et comment on peut se saisir de cette opportunité d'être diffusé, de parler de cette culture encore au plus grand nombre, d'obtenir des subventions pour monter des projets et faire vivre dans les quartiers, dans les assos encore plus de choses. Voilà, comment tu gères en fait ces positionnements-là et j'ai vu que en fait chez les gens concernés, ça posait vraiment question, il y avait vraiment débat, quoi. C'est une question bête, mais t'as écouté beaucoup de musique, de hip-hop, du PNL peut-être, parce que PNL, c'était une citation en ouverture, ouais. Pour se mettre dans l'ambiance, ou on n'a pas forcément besoin de ça? En fait, moi, si tu veux, un peu naïvement et un peu en mauvais élève aussi, la culture hip-hop des années 80-90, à part NTM, Arsenic, j'y connaissais pas grand-chose, tu vois. Et en fait, petit à petit, je me suis sensibilisée quoi à tout ce qu'il y avait eu avant. Et au-delà d'écouter de la musique, ça a été aussi beaucoup de recherches, de documentaires, de regarder des films, des bios, de lire des trucs quoi pour essayer de voir un peu vraiment c'était quoi la genèse de ce mouvement quoi. Et en fait, tu vois juste que c'est ce qui est beau, c'est que ça vient des adolescents quoi, enfin tu vois, c'est une jeunesse en fait qui se révolte et qui dit non à la discrimination, qui dit non au capitalisme, qui dit non en fait à une société intrusive, autoritaire et qui a juste besoin d'exprimer ça en fait et de se réapproprier aussi le monde et de dire c'est pas parce qu'on n'est pas tel que vous voulez qu'on soit qu'on n'a pas le droit d'être là et de proposer aussi nous notre version du monde quoi. Et c'est ça que je trouvais trop beau en fait et que j'avais envie de mettre en avant parce que c'est une énergie pure quoi. Ça vient des tripes. Il faut aussi dire que c'est un livre, une bande dessinée qui montre la banlieue sous un jour positif, pas avec de l'angélisme entre guillemets, mais sous un jour positif avec des gens qui ont des soif de faire plein de choses, soif de découvrir plein de choses. Oui, en fait, moi c'est comme ça que je ressens un peu le truc. Après c'est très c'est très personnel cette manière, tu vois, de ressentir les choses. C'est, je prends la parole pour personne, vraiment, tu vois. Je me fais pas porte-parole de la jeunesse en banlieue, hein, ça m'intéresse pas et je pense que ça veut pas dire grand-chose. Mais ce que je ressens, c'est que dans l'énergie comme ça de notre fougue, quoi, de 15 à 30 ans, quoi, il y a un truc où on a envie de se saisir des choses, on a envie de monter des projets, on a envie d'exister, on a envie de faire des choses et moi j'ai envie de parler de ça quoi parce que c'est ce qui te donne la force d'avancer quoi et aussi je sais pas d'entrevoir un avenir un peu plus où on aura envie de participer à construire un plus beau projet que ceux qu'on nous propose actuellement mais et qui fait peur et c'est peut-être pour ça aussi tu vois je me dis c'est important peut-être de donner aussi une autre version des choses essayer de rendre audible une autre parole, d'autres histoires, d'autres vécus, et juste de montrer que ces histoires-là, elles sont belles. Tout le monde peut se les approprier et s'y sentir représenté aussi, quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment l'énergie des gens que j'ai rencontrés qui font que c'est ça qui imprègne mes histoires. Mais... Tu dirais que c'est la suite en quelque sorte de la saison des roses ou pas du tout? Qui t'a valu le prix Angoulême d'ailleurs, je le redis, mais en 2020. Ça pourrait décevoir quelques attentes si je dis que c'est la suite, tu vois. Mais après, c'est indissociable parce que tout se passe au même endroit. Je l'ai imaginé comme étant le grand frère d'Aïssata, qui est la meilleure pote de Barbara. On retrouve Esteban, le coach, et Jawad, le kebabier. Donc, en fait, c'est pas vraiment la suite parce que on suit pas vraiment les aventures de Barbara, mais elle est là, en fait. Elle est là, et puis elle nous donne de ses nouvelles. À l'époque, comment, justement, Saison des Roses alors on a beaucoup résumé la BD à une BD de filles sur le foot, un petit peu plus que ça, mais comment t'étais venue l'idée de cet album qui t'a vraiment révélé aux yeux du grand public Ça s'est construit, je pense, avec le temps, tu vois. Souvent, je dis que cette BD, elle m'a réconciliée avec la pratique du foot. Ça a mis 10 ans à germer en moi l'idée de pouvoir de nouveau pratiquer sans me sentir pas à ma place ou pas légitime. Donc je pense que ça c'est un truc qui commençait à vraiment il fallait que ça sorte. Et puis je crois qu'en arrivant autour de la vingtaine, il y avait justement l'envie peut-être de raconter ce passage entre le moment où t'es une
une jeune femme en fin d'adolescence et qui va devoir se responsabiliser en tant qu'adulte. Par quoi tu passes, quoi? Par quel genre de barrière, en fait, t'es obligé d'escalader pour devenir qui t'as envie d'être. Les questions par rapport à ce truc de féminité, qui est quand même une espèce de, je sais pas comment dire, mais c'est un sac à dos, mais de 70 litres qu'on a sur le dos depuis le début, et c'est infernal parce que ça nous verrouille sur plein de terrains et ça nous empêche de faire les choses telles qu'on les sent, parce qu'on se dit que c'est pas ce qui est attendu de mon genre, et ça, c'est usant, c'est fatigant. Et en fait, pour s'en délivrer, moi, il a fallu que je fasse ce livre, quoi, tu vois. Donc, c'était un cheminement très intime, très personnel, en fait. Et puis, je pense qu'au final, ça parle à beaucoup de nanas parce qu'on est beaucoup construites et façonnées pareil, quoi. Ce qui frappe aussi dans tes livres, et tu t'es présenté un peu comme ça tout à l'heure d'ailleurs, c'est l'utilisation du feutre qui donne ses couleurs. Comment t'en es venu dans ton parcours à ça? Les feutres, ils ont toujours été là, vraiment. J'étais la marraine de la BD scolaire l'année dernière, et ça me fait rire parce que c'est vraiment les cahiers d'école, c'est vraiment les premiers supports de dessin, quoi. Enfin, moi, je grattais beaucoup dessus. J'aimais bien avoir mes marges toujours saturées de dessin, quoi. Et je mettais beaucoup de surligneurs pour, je sais pas, pour égayer mon stylo bleu, quoi, tu vois. Et du coup, c'est vrai que même les carnets de croquis, ensuite, un peu plus tard, au lycée, quand j'étais en option art plastique, en fait, il y avait toujours de la couleur, donc du feutre, ou bien des surligneurs, ou bien... C'était toujours très fluo. Je sais pas pourquoi, parce que je pense que le filtre que j'ai pour redessiner la réalité, il est je sais pas, il est peut-être un peu saturé, quoi, tu vois. Il y a un truc un peu toxique acide qui... Et donc, c'est comme ça que ça ressort depuis le début sur la feuille. Et après, voilà, l'idée de vraiment tenir le feutre sur 250 pages, ça a pris un peu plus de temps, parce que c'est vrai que c'était plus un outil de croquis à la base. Parce que dans Conduite interdite, qui était ton premier projet, c'était noir et blanc. C'est noir et blanc, ouais. Là, j'étais matrixée par le rotring et l'ancrage à la plume. Tout le monde, enfin, il y avait une espèce de bon goût à faire ça aussi à l'école, tu vois. Et donc, et moi, je me sentais pas forcément très légitime au début d'utiliser ce genre d'outil, parce que j'avais jamais utilisé. Et puis en fait, j'y ai pris goût à la trame, tu vois, à gratter aussi la feuille de cette manière-là, à faire vibrer autrement. Et puis pour la thématique de Conduite interdite, je trouvais ça intéressant quand même graphiquement de faire vraiment un livre très contrasté, ouais. Donc voilà. Et en fait, Simon Roussin, pour en revenir toujours, Simon Roussin, c'est vraiment, merci Simon, avec Robin Hood et Le bandit au colt d'or, quand j'ai vu ces livres-là au feutre, comme ça, je me suis dit waouh, en fait, les livres au feutre, ça marche, quoi. T'as l'idée du prochain déjà? Tranquillement. Non, c'est le prochain bouquin, c'est une BDQ, à vrai dire. Donc là, franchement, ça me fait du bien, parce que après l'écriture de ce mastodonte là, de ces 4 trajectoires de vie dans Rosigny Zoo, de me laisser aller à un récit un peu plus déjanté, tout aussi politisé, mais plus absurde, plus drôle, plus freestyle, j'aime bien. Et donc du coup, ça me fait du bien de changer un peu de registre. Donc en attendant ce BDQ, ouais. On lit Rosigny Zoo, qui est sorti il y a quelques mois maintenant chez Fleu Bleu. Fleu Bleu, ouais. Cléo Harry, c'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prête? Allez. La première BD que tu as lue? Alors, premier manga, Nana, de Ai Azawa. Cette série-là, c'est les grosses chaussures et les piercings aux oreilles. Quelle est selon toi la meilleure BD de tous les temps? Oula, quelle horrible question. Non, puis moi, tu me dis ça, c'est comme si tout d'un coup, j'avais jamais lu de BD de ma vie. Bon, allez, 20th Century Boys de Urasawa. Pour l'instant, je trouve que... Mais on est que sur du manga, hein. Bon, va falloir que j'ouvre un peu les chakras. Allez, sur la suivante, la plus belle couverture de bande dessinée. Ah, j'ai envie de dire La Panthère, mais attends, c'est pas le bon titre. Le truc de La Panthère de Jérémy Moreau. Le discours de la Panthère. Le discours de la Panthère. Ah ouais, ce violet et ce vert fluo là, j'adore. La plus belle case de bande dessinée. Ah, je dirais une pleine page de Gilles Rochier dans TMLP. C'est marrant parce que je voulais pas citer volontairement Gilles Rochier dans l'interview parce qu'on parle tellement de Gilles comme le dessinateur de la banlieue. Je voulais pas te comparer à lui, mais tu vois, finalement, ça revient.
c'est un des masters. Ton personnage de BD préféré? Je vais faire un peu la meuf égocentrée, mais ça va être Barbara. Hein. Je l'aime trop cette meuf. C'est ma sœur, c'est ma pote, c'est ma femme, c'est ma fille. Tu dessines dans le calme ou en musique? Ça dépend. Mais quand je dessine, non, quand même, je mets de la musique. Couleur ou noir et blanc? Couleur. Définitivement. Définitive. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous citer une autrice ou un auteur qu'on ne connaîtrait pas forcément et que tu voudrais nous conseiller? Alors, je pense que vous la connaissez, Lisa Blumen. J'ai hâte de voir son 3e bouquin, là, ça me plaît déjà. Les planches de l'expo qu'elle a mis dans ligne de départ, là, ça me plaît. J'adore, elle raconte le quotidien, le trivial, mais à la sauce science-fiction contemplative, c'est magnifique. Merci beaucoup Chloé d'avoir joué le jeu. Merci Mathieu. Et donc on lit Rossini Zoo chez Fleu Bleu, et on attend le BDQ, c'est pour quand? Je sais pas, on n'a pas de date. Bon. Faut que je bosse. Pour bientôt, merci beaucoup. Merci. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.